et messieurs, bonjour. Il est un grand acteur politique de la République démocratique du Congo, le professeur Noël Tchani Mwadion Vita, le docteur Noël Tchani Mwadion Vita, l'homme dont lorsqu'on cite son nom, ça fait deux fois de la joie, mais également de la tristesse dans des grands salons politiques de la République démocratique du Congo. Et pourquoi? Eh bien, vous le savez, c'est à cause de sa célèbre proposition de loi et il y a pour vocation de limiter l'accès à certains postes régaliens aux Congolais qui ne sont pas nés de père et de mère. Aujourd'hui, nous allons devoir le recevoir dans cette émission. Docteur Noël Tchani, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Merci beaucoup. Vous allez bien, j'espère? Je me porte comme un charme. Vraiment. Alors, avant de parler de vous, nous rappelons d'abord que vous êtes un ancien candidat aux élections présidentielles de 2018 en République démocratique du Congo. Vous avez également servi à la Banque mondiale en tant que directeur de pays et chef des missions pour les développements des secteurs privés, mais également financiers à travers plusieurs pays dans le monde. Avant de prendre plusieurs sujets que nous allons devoir aborder avec vous pour la journée d'aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui la RDC commémore la date de la mort de l'héros national Patrice Emery Lumumba? Que représente d'abord la personne de Patrice Emery Lumumba pour vous? Et aujourd'hui en RDC, après la mort de Patrice Emery Lumumba, peut-on dire qu'il y a eu des avancées significatives qui ont été enregistrées sur le plan politique? Sinon, que reste-t-il à faire? Oui, effectivement, aujourd'hui, le 17 janvier, nous célébrons l'anniversaire, en réalité, de la mort de Patrice Emery Lumumba, notre héros national à qui je voudrais rendre un vibrant hommage. Pourquoi? Parce que quand on regarde la RDC telle qu'elle est aujourd'hui, on ne serait pas arrivé à être indépendant en tant que pays jouissant de la souveraineté nationale et internationale, si Patrice Lumumba n'avait pas donné sa vie pour que nous puissions recouvrer cette souveraineté, cette indépendance des mains ou du joug de la colonisation. Donc je voudrais sincèrement lui rendre un vibrant hommage. Et s'il y a à saluer un héros national, je pense que c'est celui-là qui mérite d'être appelé véritablement héros national. Maintenant, plusieurs années, plusieurs décennies après la mort de Patrice Emery Lumumba, qu'est-ce que nous avons réalisé en tant que pays? Nous sommes un pays souverain jusqu'à présent. Nous sommes un pays indépendant jusqu'à présent. C'était ça le sens de la lutte de Patrice Emery Lumumba. Mais il s'est battu aussi pour plus que ça. Il voulait que nous puissions bâtir au cœur de l'Afrique un pays plus stable, plus équitable et plus juste, où il y a une prospérité partagée. Pendant que nous avons réalisé l'objectif de souveraineté et d'indépendance, il reste tout un chantier que nous devons mettre en œuvre pour arriver à développer la RDC au profit de tous, pour que les Congolais vivent mieux qu'avant la colonisation. Malheureusement, sur ces aspects de développement et d'amélioration du niveau de vie de la population, nous avons échoué en tant que pays. La question est de savoir qu'est-ce que nous faisons. Maintenant que nous avons échoué sur ce plan de développement, bien que nous soyons un pays souverain indépendant, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Moi, personnellement, j'ai mené une réflexion là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai proposé le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, pour que nous puissions nous mettre ensemble en tant que pays, mettre au travail, mettre de côté des choses qui nous distraient, afin que le Congo puisse retrouver donc le développement économique et social accéléré qui pourra profiter à tout le peuple congolais. Donc c'est ce chantier-là qui doit nous préoccuper pour l'avenir, bien que sur la question de souveraineté et de dépendance, nous sommes menacés. Si vous voyez aujourd'hui la constitution de la République démocratique du Congo, si nous ne prenons pas garde, nous pouvons perdre la souveraineté d'une minute à l'autre. Pourquoi? Parce que, vous savez, la constitution autorise à n'importe quelle personne de pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Quelle personne? Ça veut dire des gens qui ont des loyautés partagées à l'égard de la RDC, mais également à l'égard d'autres pays. J'ai proposé une loi qui pourra éventuellement être discutée pendant les années, les mois à venir, pour que nous puissions recentrer ces questions de souveraineté, mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion de... Justement, nous allons en parler, c'est l'une des questions que nous allons devoir développer avec vous aujourd'hui, mais nous voulons d'abord parler de la personne même de Noël Tchani.
Qui est-il exactement? Vous avez sûrement une expérience professionnelle avérée, indiscutable, que beaucoup de Congolais connaissent. Vous avez d'ailleurs travaillé à la très renommée Banque mondiale, en tout cas, pas n'importe quelle institution internationale. Qu'avez-vous fait à titre personnel et en tout cas jusque-là, quel était votre apport en termes d'expertise? Effectivement, comme vous le dites, qui est Noël Tchani? Un petit garçon né en République du Congo et plus spécifiquement en Gandangik, à côté du Katanga d'ailleurs. La province s'appelle aujourd'hui la province de Lomami. Okay. Il y a Olomami et il y a Lomami. Quand on parle de Gandangik, on peut arriver au Katanga littéralement à vélo. Donc, né là-bas, j'ai étudié l'école primaire et secondaire là-bas. Après avoir terminé l'école primaire et secondaire, je suis venu à Kinshasa. J'étais lauréat de ma promotion pendant cette période-là. Le gouvernement de la RDC ou du Zaïre à l'époque m'a donné une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger. J'ai étudié en Belgique, en France, aux États-Unis, jusqu'à obtenir mon doctorat en sciences économiques à l'Université de Paris 9 Dauphine en France. Et après cela, j'ai dû faire des études complémentaires à Harvard University aux États-Unis d'Amérique, dans le domaine donc, de leadership et de management. Mais après avoir terminé toutes les études, j'ai travaillé avant la Banque mondiale, dans la plus grande banque du monde, qui s'appelle la JP Morgan Chase à New York, où j'ai été ce qu'on appelle en anglais International Lending Officer, c'est-à-dire la personne qui est responsable de faire des prêts aux banques correspondantes, au gouvernement, aux banques centrales à travers le monde. J'ai travaillé sur l'Amérique latine, les Caraïbes, mais aussi les pays africains et les pays européens. Donc, et après cela, je suis allé, après 10 ans de banque commerciale d'investissement à New York, je suis allé à la Banque mondiale où j'ai passé littéralement 30 ans, travaillant sur 85 pays différents, sur les 5 continents, et j'ai participé au développement économique et social de plusieurs de ces pays-là. Pour mentionner quelques exemples, parce que j'ai travaillé sur 85 pays, je ne peux pas parler de chacun des pays, mais pour mentionner quelques exemples, les îles du Cap-Vert, c'est un pays africain. Quand j'ai commencé à travailler sur les îles du Cap-Vert, le PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant, était de 170 $. Quand je partais du travail sur les îles du Cap-Vert, j'ai laissé le produit intérieur brut du Cap-Vert littéralement à 7 500 $. Le Cap-Vert est sorti du groupe des pays très pauvres, très endettés, pour devenir pays émergent, reconnu comme tel. C'est le seul pays africain, ou l'un des rares pays africains que je connaisse, où la monnaie nationale Escudos capverdien a dû doubler des valeurs par rapport à la monnaie du métropole. Donc, métropole, c'était la puissance colonisatrice, c'était donc le Portugal. Donc, une économie bien gérée avec la gouvernance très claire, très moderne, où on a mis en place un bon environnement pour attirer des investissements étrangers et où il n'y a pas de corruption du tout. Quand il y a des corruptions, il y a eu un cas de corruption impliquant 5 000 $ qui était détourné par même pas un membre du gouvernement, qui travaillait dans un projet sponsorisé par le gouvernement. Cette personne a été attrapée, jugée, condamnée, mise en prison. Il a purgé son temps en prison et par conséquent, personne ne peut oser toucher au bien public. Donc voilà un des exemples que j'ai donnés. Et c'est une expérience qu'on peut émuler en République démocratique du Congo. Alors, il y a des problèmes de gouvernance, de corruption, de détournement des fonds publics. Alors, l'opinion qui vous écoute à cet instant, docteur, veut savoir qu'est-ce qui vous manque pour l'instant, parce que vous êtes de retour en République démocratique du Congo depuis un certain temps. Qu'est-ce qui vous manque pour mettre cette expérience au profit de la République démocratique du Congo? Les Congolais qui vous écoutent ont besoin également de savoir. Les Congolais comprennent que non seulement que j'ai travaillé à la Banque mondiale et dans d'autres institutions à l'extérieur du Congo, mais j'ai été appelé ici par Laurent Désiré Kabila pour aider mon pays. En 1997, j'ai aidé à concevoir la monnaie congolaise. Le franc congolais que vous avez aujourd'hui, je suis l'une des personnes qui avait conçu le franc congolais en remplacement du Zaïre monnaie. Et quelle était ma contribution spécifique? Personnellement, j'avais convaincu le président de la République à l'époque à ne pas mettre son effigie sur les billets des banques. C'est comme ça que nous avons le franc congolais, où il n'y a pas la photo du président de la République. C'était ma première grande contribution à la RDC. Deuxième, et je voudrais dire que je suis l'une de ces personnes qui pensent que les chefs de l'État ne doivent pas mettre ces photos partout. Pourquoi, docteur? Cette république-là appartient à tout le monde. La monnaie doit être gérée de façon autonome et indépendante, et par conséquent, prendre la photo d'un individu, mettre dessus, c'est comme si, généralement,
on veut donner l'impression que la Banque centrale et la monnaie lui appartiennent. Par conséquent, ils ont tendance à abuser des fonds publics. Et nous voulons mettre fin à cela, comme l'ont fait beaucoup d'autres banques centrales à travers le monde, donc beaucoup d'autres pays à travers le monde. Donc je déconseille fortement tous ceux qui sont tentés de pouvoir s'aventurer sur ce chemin-là, de ne pas aller jusque-là. Et je voudrais étendre d'ailleurs cette expérience-là à d'autres domaines. On prend des bus publics qui doivent circuler pour transporter tout le monde, on prend les effigies du président de la République, on met dessus, je pense que ça ne donne pas un bon signal pour un pays. Ça, c'était ma première grande contribution ici. Mais il y a eu aussi une deuxième grande contribution. C'est qu'à l'époque, on avait créé un conseil d'administration de la Banque centrale du Congo qui était composé de 12 membres. Sur les 12 membres, il y avait 7 qui étaient des membres du gouvernement. J'avais dit à M. Laurent Désiré Kabila, niet, il ne faut pas faire ça. Il faut sortir les membres du gouvernement, du conseil d'administration de la Banque centrale pour donner à la Banque centrale ce que j'appelle l'indépendance et l'autonomie, pour que les décisions de la Banque soient prises purement et simplement sur base des mérites monétaires, économiques, de la situation du pays, plutôt que de pouvoir y amener des considérations politiques qui, en quelque sorte, discréditent les actions de la Banque. M. Laurent Désiré Kabila avait suivi mon exemple, mon conseil. C'est comme ça que nous avons une banque centrale aujourd'hui où on ne peut pas mettre les membres du conseil d'administration qui sont membres du gouvernement ou bien qui sont liés au pouvoir politique. J'avais déploré tout récemment l'ordonnance signée par le chef de l'État, où on mettait littéralement des gens qui étaient attachés à la présidence de la République, qui étaient ses conseillers dans le conseil d'administration. Ça représentait un recul énorme. Troisième chose, tout simplement parce qu'ils sont de la présidence de la République ou parce qu'ils sont liés au pouvoir politique. Nous voulons couper le lien entre le pouvoir politique et la gouvernance de la Banque centrale. Et la Banque centrale pour qu'elle soit autonome. Troisième chose, j'ai toujours milité pour une banque centrale indépendante, c'est-à-dire celle où la personne qui dirige la banque, ou les gens qui sont membres du conseil d'administration, sont des technocrates bien formés dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines similaires, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour le fonctionnement normal donc, de notre banque centrale, mais également pour qu'on puisse donner au peuple congolais une monnaie qui soit crédible, qui soit stable. Et j'ai peur que pour l'instant, nous avons encore un long chemin à parcourir pour arriver à cet objectif-là. Alors, l'actualité politique exige, docteur, lors de sa tournée dans la province du Grand Kasaï, le président de la République a prononcé une déclaration sûrement qui fait polémique un peu partout. En parlant, le président dit Mboké Koufa. Dans quel sens, on ne sait pas. Vous êtes un acteur politique. Comment pouvez-vous juger cette façon de voir les choses du président de la République? Je ne parle pas lingala couramment. Et je ne suis pas sensible à certaines phrases comme les lingalophones. J'ai grandi dans l'endroit où on parle le Chiluba et j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger où on parlait soit le français, soit l'anglais. Donc, si bien que certaines choses que les Quinois disent entre eux-mêmes, je les laisse gérer ça entre eux-mêmes. Alors, maintenant, en ce qui me concerne, j'avais fait, avant de rédiger le plan Marshall de Noël Tchani pour la promotion du développement de la RDC, j'avais fait le diagnostic du pays. Et j'avais trouvé que notre pays était dans une situation d'agonie. C'est-à-dire, la gouvernance était pourrie, il n'y avait pas d'infrastructure de base pour relier tous les pays, pour servir le peuple congolais. Il n'y a pas d'eau, d'électricité disponible à tout le peuple congolais. Il n'y a pas d'école de qualité. Les services de santé. Les services de santé. Donc, la mentalité était pourrie. Donc, quand je regarde tout ça, ce ne sont pas les caractéristiques donc, des pays qui se développent, qui sont en bonne santé. Donc maintenant, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mboké Koufa. Je ne peux pas entrer dans cette... Merci. C'est ça le diagnostic que j'avais fait dans le cadre du plan Marshall. Alors, parlons du plan Maréchal. À quoi se résume exactement le plan Maréchal? Vous en parlez un peu beaucoup, docteur. Une véritable vision de développement pour sortir le Congo du sous-développement aujourd'hui, en faire un pays émergent, développé en l'espace de 15 ans. Et pour le faire, il y a des actions à mener. Il faut améliorer la gouvernance. Pour améliorer la gouvernance, il faut lutter contre la corruption, la prédation des ressources naturelles et le détournement des fonds publics. C'est pour ça que je n'ai aucune pitié pour les gens qui ont été attrapés la main dans la poche, qu'on a jugé, qu'on a condamné, qu'on a mis en prison et qu'on sort comme si rien n'était sans que le peuple congolais ait recouvré un seul centime de ce qu'ils avaient détourné. Ce n'est pas ça la gouvernance. Donc le plan Marshall prône le contraire de cela. Deuxième élément, il faut améliorer les infrastructures de base. Nous avons, dans le cadre du plan Marshall, conçu un plan de développement de 244 villes et villages modernes à travers tout le pays. C'est un plan grandiose pour développer
non seulement une ville, mais développer un village, mais 244 sur l'ensemble du territoire national pour créer de bonnes conditions de vie dans toutes les 26 provinces, partout en République démocratique du Congo. Ce plan-là, il est disponible. Il a été chiffré, chronométré, évalué. Et je pense que si on le met en œuvre, nous allons développer la RDC, on va sortir du sous-développement pour devenir pays émergent, mais surtout créer des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais. Au-delà de cela, nous devons diversifier l'économie. L'économie congolaise a été centrée littéralement sur quelques secteurs. Nous parlons des mines comme si les mines étaient les seules qui peuvent développer le pays, mais nous avons l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme. Nous devons diversifier l'économie pour que ça commence à tourner normalement, pour que quand il y a un secteur qui ne tourne pas comme il faut, les autres secteurs peuvent apporter le contrepoids dans la mobilisation des ressources intérieures donc, pour le développement donc, du pays. Donc c'est un plan diversifié, mais le plus important, c'est le changement des mentalités. Nous avons des mentalités pourries qui nous tirent vers le bas. Vous voyez les hommes politiques aujourd'hui, ils sont comme, je suis désolé, je n'aimerais pas utiliser le mot que je voulais utiliser. Donc, ils changent de camp du matin au soir comme si rien n'était. Et ils ne doivent... Une certaine inconstance politique. Je voudrais utiliser un mot beaucoup plus grave que ça. Je ne voudrais pas utiliser ça. Mais je peux dire qu'il n'y a pas de vision claire de ce que nous voulons faire. Manque de vision veut dire que chacun fait ce qu'il veut et il ne regarde que ses propres intérêts. On ne voit pas l'intérêt général. Donc, le plan Marshall, c'est ce plan-là qui, si nous arrivons à le mettre en œuvre, je peux vous assurer que nous allons d'une part créer des emplois pour tout le peuple congolais, améliorer la gouvernance, tuer le chômage et surtout améliorer le niveau de vie de la population pour sortir de ces à peu près 450 $ par tête d'habitant que nous avons aujourd'hui, qui nous classe littéralement parmi les plus pauvres de la planète, pour que nous devenions donc un pays avec un PIB par habitant dans 15 ans d'au moins 15 000 $, avec un salaire minimum garanti payable à tout le monde dans la fonction publique, mais également dans le privé, un salaire minimum garanti par mois d'au moins 1 000 $. Si nous avons ce niveau-là, je pense que nous allons mettre fin à ce que nous connaissons aujourd'hui, les grèves interminables dans la fonction publique, dans l'enseignement, dans le domaine médical, et qui paralysent littéralement donc, le pays. Et nous allons commencer à regarder donc, dans la même direction, à vivre mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, nous allons poursuivre avec cette émission. Nous rappelons à tous ces téléspectateurs et ces auditeurs qui nous suivent sur Sky Radio que nous sommes en train de recevoir le docteur Noé Tiani Mwadianvita, qui est notre invité aujourd'hui. Avec lui, nous sommes en train de décrypter plusieurs questions d'actualité politique de la République démocratique du Congo. Professeur, récemment, le président Félix Tshisekedi a mis en place un programme de développement des 55 territoires avec un coût total indicatif estimé à plus ou moins 1,6 milliard de $ américains. Comment jugez-vous cette nouvelle approche développée par le président de la République, vous en tant qu'expert en développement, parce que vous avez eu également à travailler dans des grandes institutions et vous avez aidé, comme vous l'avez dit, plusieurs pays à sortir du seuil de pauvreté? Je n'étais pas avec le président quand il est allé pour faire le tour du pays afin de proposer ce qu'il a proposé, et je ne connais pas le contenu de ce plan-là, franchement, pour être en mesure de l'évaluer. Mais qu'est-ce que moi je conçus dans le cadre du plan Marshall, de pour la reconstruction et le développement de la RDC, que je considère est très important pour le développement de notre pays. Nous avons déterminé qu'il faut construire 2 villes et villages modernes, 244 sur l'ensemble du territoire national. Et je pourrais vous montrer ce que nous avons conçu exactement. Ça consiste à pouvoir faire quoi? Regarder une ville ou un territoire, ce qui n'existe pas, et construire cela à partir de zéro, en ayant bien sûr un modèle, un référentiel. Et on va développer non seulement des infrastructures de base, c'est-à-dire construire les routes et les autoroutes qui relient tout le territoire congolais, y amener de l'eau et de l'électricité qui donnent accès à toute la population congolaise, construire donc des nouveaux centres administratifs, parce que la fonction administrative aujourd'hui n'existe que de nom. Nous n'avons pas d'État qui existe. Et au-delà de cela, développer l'agriculture, l'élevage et la pêche, développer l'industrie des transformations légalement dans ces communautés-là, mais au-delà de cela, maintenant développer là où il y a le secteur minier, développer le mine, mais également les centres touristiques, en quelque sorte créer une économie
émergentes à partir donc de ce qui n'existe pas aujourd'hui, alors que nous avons des potentialités. C'est ça que nous avons conçu dans le cadre du plan Marshall. Alors, le coût total de ce que moi j'ai proposé, c'est 1000 milliards de dollars sur 15 ans. 1000 milliards de dollars. Si vous arrivez à diviser cela par 15 ans, vous trouverez environ un budget d'environ 75 milliards de dollars. Pour arriver à réaliser ce budget-là, il faut que nous se fasse violence, qu'on lutte de façon très ferme contre la corruption et le détournement des fonds publics. Aujourd'hui, est-ce que ces estimations sont réalistes, docteur? Réalistes. Ce pays, je vais vous donner l'exemple. Nous avons 1100 minéraux métaux précieux différents. Avec ça, la valeur totale est estimée à 38 000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars que je propose dans le cadre du plan Marshall, c'est le 1/40e de cela. En d'autres termes, si vous avez une maison qui vaut 38 000 milliards, est-ce que vous pouvez emprunter 1000 milliards sur cette maison-là? Jamais. En allant auprès de la banque? C'est très facile donc à faire. Il faut juste avoir ce que j'appelle l'ingénuité financière suffisante, l'intelligence qu'il faut pour arriver à réaliser ça. Donc c'est ça que je propose dans le cadre du plan Marshall. Donc je ne sais pas évaluer ce que le chef de l'État propose parce que je n'ai pas accès aux informations. Mais dans le cadre du plan Marshall, ce que je proposais, ça fait beaucoup de sens. Et nous pouvons développer la RDC, créer des emplois pour tout le monde, sortir les gens de la pauvreté et être réaliste, pas faire des promesses qu'on ne peut pas réaliser. Je promets ce que je pense on peut réaliser en utilisant l'expérience que j'ai eue à travailler non seulement dans les banques commerciales et d'investissement à New York pendant 10 ans, mais également pendant 30 ans à la Banque mondiale sur 85 pays différents. Alors, Noël Tchani, parlons politique à l'instant. Vous étiez candidat, je l'ai dit, aux élections présidentielles de 2018, ici en République démocratique du Congo. 2023 s'approche. Est-ce que vous serez encore candidat? Nous sommes en train d'évaluer la situation sérieusement. Et au courant de l'année 2022, nous allons faire une communication très importante à l'attention du public congolais. Donc, gardez votre mal en patience. Nous travaillons sérieusement là-dessus. Et pour arriver à prendre cette décision-là, il y a un certain nombre de choses que nous allons évaluer. Est-ce que le bilan du président en place est positif ou pas? Si on arrive à la fin de cette année et que le bilan est très positif, tout ce qu'il avait promis, il l'a réalisé, nous allons applaudir et on va dire continuer. Dans les cas contraires, ça ne sert à rien de perturber ce qui marche déjà. Mais si nous arrivons à la fin de cette année et qu'on évalue et qu'on trouve que toutes les promesses qui ont été faites n'ont pas été réalisées, nous serons tout à fait en droit de pouvoir penser comment il faut apporter des actions correctives pour que notre pays soit remis sur la bonne voie, sur la voie du développement économique et social qui pourra profiter à tout le peuple congolais. Alors, à présent, parlons, docteur, de votre proposition de loi, en tout cas limitant l'accès à certains postes régaliers aux Congolais qui ne sont pas nés de père et de mère. Peut-on dire que votre proposition ressemble un tout petit peu aujourd'hui à quelque chose qui appartient au passé? Ou il y a encore de l'espoir? Les gens ne sont pas informés. La loi est plus qu'active. Je venais de parler avec l'Assemblée nationale. Et nous avons convenu que les explications que vous m'avez données, c'est que pour la session de septembre 2021, il y avait beaucoup de matières qui devaient être traitées. Ces matières étaient la mise en place du bureau de la CENI, ces choses faites aujourd'hui. Il y avait la question de budget, de la reddition de compte du budget de l'année 2000, ces choses faites aujourd'hui. Il y avait des questions du budget rectificatif de l'année 2021, ces choses faites aujourd'hui. Il y avait la question du budget de l'année 2022, ces choses faites aujourd'hui. Toutes ces questions ayant été réglées, la session de mars 2022 sera ouverte pour qu'on puisse débattre d'autres propositions de loi, parmi lesquelles la proposition de loi Noël Tchani de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté nationale et également d'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Donc, attendez-vous à ce que pendant cette session de septembre 2022, qu'il y ait deux choses. D'une part, soit la loi Tchani est mise sur la table et elle sera débattue par les députés nationaux. Docteur. Soit aussi, il y aura une révision générale de la Constitution congolaise. Dans cette révision globale de la Constitution congolaise, il y aura les deux questions que nous avons mises sur la table. La question de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise pour réserver l'accès aux fonctions de souveraineté simplement aux Congolais nés de père et de mère eux-mêmes congolais. Et il y aura aussi la question de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise pour qu'on reconnaisse que quand on est congolais, on reste congolais. Même si vous allez à l'étranger, vous allez acquérir une nationalité étrangère. Vous n'allez pas perdre la nationalité congolaise. Mais maintenant, en ce qui concerne l'irrévocabilité, enfin l'accès aux fonctions de souveraineté, ce sont les fonctions qui seront verrouillées. Président de la République, président du Sénat,
président de l'Assemblée nationale, président de la Commission électorale nationale indépendante, gouverneur de la Banque centrale du Congo, les hauts magistrats de la République, le Premier ministre, les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, affaires étrangères, intérieur, justice et défense, l'administrateur de l'ANET, de l'Agence nationale des renseignements, le directeur général de migration, mais également le haut commandement militaire de l'armée et le haut commandement du commissariat général de la police nationale. Et en plus de cela, les gouverneurs de province. Et pour clôturer le tout, leurs épouses aussi, ou bien leurs époux aussi. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer que quand vous êtes président de la République, de la démocratie du Congo, vous n'avez pas de loyauté partagée entre la RDC et notre pays. Vous ne pouvez pas, d'une part, dire que vous êtes Congolais, mais quand on vérifie votre identité, votre père est originaire de tel pays étranger, votre mère est originaire de tel autre pays étranger, votre épouse, elle est originaire de tel autre pays étranger, qu'est-ce qui vous lie à la République démocratique du Congo? Nous n'allons pas tomber dans son piège. Donc on va verrouiller tous ces postes-là pour les réserver exclusivement aux Congolais, dont nous pouvons vérifier la loyauté à l'égard de la RDC et du peuple congolais. Docteur, vous êtes un économiste très expérimenté. Pourquoi vous vous cristallisez autour de cette loi? Vous n'avez pas d'autre proposition à faire, seulement celle-là? Je vous informe, je vous ai dit tout à l'heure là que j'ai fait la proposition du plan Marshall de Noël Chane pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est une proposition très viable et je vous annonce une surprise. J'ai une autre proposition qui va sortir bientôt. Je ne veux pas en parler maintenant parce que les choses ne sont... Je ne veux pas mélanger les oignons avant que le temps ne puisse arriver. Mais toutes ces questions-là sont secondaires aux questions de souveraineté et d'indépendance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas développer un pays qui va perdre la souveraineté à cause de l'infiltration au sommet de l'État. Donc, ce que je propose pour verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté nationale, c'est la priorité des priorités pour asseoir l'indépendance du pays et surtout pour créer les conditions de développement économique et social. Et c'est la raison pour laquelle Patrice Emery Lumumba et les martyrs de l'indépendance sont morts. Nous devons honorer leur mémoire en préservant cette souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Alors pour terminer, pour chuter, la population okatangaise qui vous écoute à l'instant a besoin de savoir la lecture que fait le docteur Noël Tchani à ce qui concerne la gouvernance de la province du Haut-Katanga, qui aujourd'hui est tenue par un digne fils de ce coin, Jacques Kabula Katwe. Je n'ai pas d'éléments pour juger de la gouvernance de Jacques Kabula Katwe au Katanga. Mais le peu d'informations que je vois à travers la télévision, il me semble qu'il fait un travail extraordinaire en ce qui concerne le développement des infrastructures. Et d'abord, je voudrais le saluer, vous savez pourquoi? Pourquoi, docteur? Parce qu'il est de père et de mère. Et je voudrais aussi saluer Sainte-Loi Lupopo, parce que c'est une équipe de père et de mère. Vraiment. Donc, je voudrais saluer tous les Katangais et surtout, je voudrais les inviter à mettre de côté des passions. Nous voulons protéger la souveraineté du pays. Nous ne devons pas être là pour des individus. Donc, ce que je vous dis là, ce sera valable aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans. Tant que nous voulons que la République démocratique du Congo reste unie et solidaire. Surtout, évitons du fanatisme en mettant des gens devant parce qu'ils nous distribuent donc des poissons ou bien du riz, alors qu'en réalité, ces gens-là, ils veulent acheter notre conscience, simplement pour qu'au moment opportun, qu'ils puissent balancer la souveraineté nationale et mettre notre pays sous le joug des gens, des étrangers qui vont nous exploiter, nous transformer donc en esclaves. Merci, docteur Noël Tchani, de nous avoir reçus ici, chez vous. Vous pouvez venir à tout moment. Vous êtes chez vous, ici. Encore une fois de plus, bonjour à tout le monde. Djamboye, Katanga, à tout le monde là-bas. Je viendrai bientôt pour venir vous présenter la proposition de loi de Noël Tchani. À tout moment, on va discuter donc sur place au Katanga. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin complète de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout pour cette générosité qui vous appartient. À très bientôt.